Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Fidèle au poste. Donc moi c'est Marianne. Aujourd'hui Jade n'est pas avec moi, mais j'ai une invitée là, que je vais vous présenter sous peu. Je vais faire un petit avertissement avant qu'on commence l'épisode. Là. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est assez sensible. On va parler là, d'exploitation sexuelle chez les mineurs, donc assez sensible, voire très sensible. Je vais juste rappeler quelques ressources qu'on a de présentes en fait dans le milieu. Là, si jamais on est témoin ou qu'on vit ou qu'on connaît un proche qui vit là, cette problématique-là, il y a le CALAX entre elles, que je pourrais mettre. Le CALAX, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Je pourrais mettre le numéro de téléphone là, dans la barre de description. Ensuite, il y a aussi là, au Saguenay la maison L'Issue qui va être éventuellement une maison d'hébergement là, pour les gens, les femmes victimes de violences sexuelles. Présentement, là, c'est seulement qu'un centre de jour, donc ouverte les jours de semaine. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Ensemble Québec. Je pourrais mettre le lien dans la description. L'objectif de cette plateforme-là, en fait, c'est de démontrer toutes les ressources qui sont présentes là, pour lutter contre l'exploitation sexuelle. Il ne faut pas oublier en fait qu'il y a la police aussi qui peuvent nous venir en aide si on est témoin ou qu'on en vit ou peu importe. Il y a la ligne InfoAide violence sexuelle qui est une ligne d'écoute 24/7 également. Je pourrais mettre le numéro de téléphone aussi, pas moi, là, mais la télé du Haut-du-Lac pourra mettre le numéro de téléphone dans la description. Donc voilà. Puis sinon, vous pouvez toujours appeler là, au 418-276-3965 qui est la ligne d'écoute de la maison de secours, puis on pourra vous diriger puis vous réorienter vers la bonne ressource. Comme j'en ai parlé, aujourd'hui, on va parler d'exploitation sexuelle chez les mineurs. En fait, même s'il est vrai que l'exploitation sexuelle, c'est très présent dans les grandes villes, on pense souvent là, à Montréal, Toronto, quand on pense à l'exploitation sexuelle, mais il ne faut pas oublier en fait que c'est pas parce qu'elle est très présente dans ces milieux-là qu'elle est absente dans nos plus petites villes puis nos plus petites régions en fait là, éloignées comme la nôtre. En 2021-2022, il y avait une recension qui avait été effectuée dans les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté par des professeurs, en fait, dont une professeure de psychologie là, à l'UQAC, Karine Côté, pour ne pas la nommer, qui avait été effectuée en fait auprès de plus de 200 jeunes vivant dans un centre de réadaptation dans les régions de Laval, Saguenay-Lac-Saint-Jean puis Abitibi-Témiscamingue. Il y avait pas moins de 35 à 65% des jeunes filles hébergées dans les centres. Là, donc, on parle de jeunes filles d'environ 15 ans qui avaient rapporté avoir déjà fait de la prostitution, en fait, là, en étant en centre. Les garçons, eux, situaient quand même un pourcentage entre 13 et 25%, ce qui est quand même là, énorme, en fait. Là, les chiffres parlent. Les chercheurs derrière l'étude, eux, avaient soulevé quand même qu'ils étaient surpris parce que la réponse des jeunes, en fonction de la manière dont la question était posée, était vraiment favorable au fait. En fait, ils nommaient qu'ils vivaient de l'exploitation sexuelle ou de la prostitution. C'est pour ça qu'on voit là, l'importance de bien outiller les acteurs clés du milieu pour poser les bonnes questions là, aux jeunes pour dépister s'ils sont victimes ou non de cette problématique-là. Souvent, les jeunes ne vont pas s'identifier non plus comme faisant de la prostitution en fonction de la vision et de la perception que la société a de cette problématique-là. En fait, on va souvent penser que pour être exploité sexuellement, il faut qu'on ait là, la présence d'un pimp, là, comme on l'appelle, d'une tierce personne. Mais il y a différentes formes là, qu'on pourra discuter avec l'invité. Donc, l'invité, je vais vous la présenter. C'est Julie Maltais, en fait. Julie, c'est notre collègue à la Maison de secours. C'est une intervenante au service jeunesse. Julie est aussi formatrice là, mandatée par la table d'exploitation sexuelle là, du Lac-Saint-Jean pour la formation là, mieux intervenir et prévenir l'exploitation sexuelle et les prostitutions juvéniles. Bonjour Julie, merci beaucoup d'être présente avec nous. Ça me fait avec plaisir. nous, avec moi. Est-ce que tu veux rappeler un petit peu, là, on l'avait fait l'année passée, tu veux-tu rappeler un peu les services jeunesse de la Maison de secours? Nous, notre mandat, c'est Vanessa qui était venue l'an dernier, je crois. Notre mandat, c'est vraiment d'aider les mères, puis les enfants et les adolescents qui ont vécu dans un contexte de violence. On travaille à enrayer les conséquences, mais on a aussi le volet sensibilisation à la violence dans les relations amoureuses chez les adolescents. Sinon, veux-tu nous parler un petit peu de la table d'exploitation sexuelle aussi? Je pense que c'est nouveau quand même dans le milieu, peut-être pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaîtrait pas la concertation. Oui, bien, cette table-là est née en 2024. En fait, au départ, il y avait la table en exploitation sexuelle du Saguenay, mais ça ratissait beaucoup trop large, en fait. Fait qu'il y a la table Lac-Saint-Jean qui a été conçue, là, puis qui est quand même très, très, très intimement lié, proche de la table du Saguenay. Là, fait qu'on travaille toujours en partenariat, comme par exemple la formation qu'on donne aux intervenants en prévention et intervention en exploitation sexuelle. On la donne aussi conjointement, puis on donne exactement le même contenu qu'on soit au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean. Quand tu parles que ça ratissait vraiment large, est-ce que c'est parce que la réalité, mettons, justement, au Saguenay versus le Lac-Saint-Jean est différente ou c'est simplement en question de territoire? Puis de... Bien, c'est une question géographique plus parce que, tu sais, la situation peut se ressembler. Ben, en tout cas, avec les années, on se rend compte que la situation se ressemble, sauf que, tu sais, c'était géographiquement, là, c'était dur d'unir toutes ces personnes-là là, à des dates précises. Là, vu qu'on a quand même un grand territoire. Les gens du Saguenay, c'est plus difficile de venir au lac et
et vice-versa. C'est si la table au Saguenay était présente depuis La table au Saguenay est longtemps? quand même jeune aussi. C'est une table qui a été créée en 2021. Donc, c'est quand même assez récent aussi. Ce qui fait sens aussi avec la croyance des gens que l'exploitation sexuelle n'est pas présente dans notre milieu, en fait. Là. Quand on parle justement d'exploitation sexuelle chez les mineurs, peux-tu nous parler qu'est-ce qui distingue l'exploitation aussi sexuelle de toutes les autres formes de violence sexuelle qu'on a déjà parlé dans les autres épisodes de balado puis qu'on connaît là, en général? En fait, quand on parle là, d'exploitation sexuelle chez les mineurs, on parle d'agression sexuelle, en fait, parce que le consentement n'est pas valide. Puis, tu sais, l'âge de consentement légal qu'on connaît est de 16 ans. Sauf que quand on parle d'exploitation sexuelle, donc qu'il y a quelqu'un qui retire un gain ou qu'il y a de l'argent qui a été échangé en échange de faveurs sexuelles, on parle d'exploitation, tu sais. Tantôt, on va faire un petit peu la distinction entre les recruteurs, les proxénètes versus les clients abuseurs. Mais on parle toujours en termes d'agression sexuelle parce que le consentement n'est pas valide en bas de 18 ans quand on parle de prostitution, finalement. Fait que c'est ça la grande nuance, là, c'est que ça demeure une agression qu'on ait une... Tu sais, ça demeure un jeune qui est en exploitation sexuelle, qui est victime d'exploitation, qui vit de la prostitution, que les gains lui reviennent ou reviennent à une autre personne, il demeure une victime. Puis ça, il faut toujours le garder en tête, que ce soit une victime passive ou active. Donc, que cette jeune-là ou ce jeune-là ait l'impression ou non de consentir au rapport, aux échanges sexuels, bien, on parle toujours d'une victime quand même. Puis ça fait lien aussi avec les exceptions, dans le fond, quand même, que les exceptions du consentement légal, là, quand même que tu as 16 ans tu peux consentir légalement, il y a certaines exceptions au consentement. Là. Le consentement de 16 ans, tu sais pas la route là, pour ce qui est d'exploitation sexuelle. Là. En bas de 18 ans, ça demeure. Jusqu'à 17 ans et 364 jours, ça demeure une victime. Parce qu'il y a un rapport de force puis de pouvoir, en fait. Là, un peu comme un lien avec un enseignant ou peu importe, dans un rapport, qu'il y a une autorité. Puis à 16 ans, si tu fais pas d'exploitation sexuelle, un rapport sexuel, là, s'il y a un rapport d'autorité ou de pouvoir, en fait, le consentement n'est pas valide. Oui, c'est ça. Puis vu que c'est un mineur, c'est là que ça devient un acte qui est criminel. Là, parce qu'on le sait que maintenant, tu sais, auparavant, aux yeux de la loi, là, c'était les personnes qui vivaient de la prostitution qui étaient criminalisées, alors qu'il y a eu un changement drastique que maintenant, c'est les clients qui sont criminalisables, finalement. Là, c'est eux. Donc, tout ça a été mis en place là, dans les début des années 2000, en fait. Veux-tu aborder un petit peu les différentes formes d'exploitation sexuelle? Justement, tu en as parlé là, vite fait un peu, là, en bref, là, au niveau avec une tierce personne ou bien quelqu'un qui va retirer les gains de ces actes sexuels. Quand on parle d'exploitation sexuelle, on parle, tu sais, on pense à la prostitution en tant que telle, où est-ce qu'il y a un contact physique direct, mais tout ce qui est exploitation, ça peut être la pornographie juvénile, la production de matériel de porno juvénile, le tourisme pédosexuel qu'on connaît moins ici, parce que souvent, c'est plus dans les autres pays, vu que c'est moins criminalisé ou plus caché ou peu importe. Là, mais veux-tu l'expliquer un peu? Le tourisme pédosexuel, c'est pas quelque chose qui se pratique vraiment ici. Là. Ici, ça va être plus des groupes de prédateurs, de pédophiles qui sont connus dans le dark web, sur des groupes fermés, ou est-ce que c'est des gens qui se rassemblent. Ici, ça va être plus du partage de pornographie, du partage de matériel, là, à proprement dit, sauf que le tourisme pédosexuel, ça va être plus dans les pays sous-développés souvent, là, ou les pays où est-ce qu'il y a beaucoup de misère, là, finalement. Aussi, une différence, tu sais, souvent, on va parler de proxénétisme ou de traite de personnes. Puis ça, c'est deux concepts complètement différents. Puis même aux yeux de la loi, c'est différent, tu sais. La traite d'humains, on parle d'une contrainte où est-ce qu'une personne a vraiment plus de liberté, ou est-ce qu'elle est carrément soit séquestrée ou a été amenée dans une autre région, une autre province, puis qu'elle ne sait plus nécessairement où, puis elle n'a pas la possibilité de partir. Mais si on parle de traite d'humains, mais le proxénétisme est aussi criminalisable. Là. Il y a des lois, puis il y a des sanctions pénales aussi. Là. Mais quand on parle de proxénétisme, bien, on parle de quelqu'un qui retire des avantages puis des gains en échange de services sexuels. Puis que cette personne-là soit contrainte ou non, finalement, là, que ce soit par la manipulation affective ou de la manipulation psychologique. Souvent, ça va être plus facile de le voir que on va plus voir ça que de la traite d'humains à proprement dire, finalement. Le proxénète, lui, va souvent, retirer, puis lui, même, c'est ça, même si la personne... Puis ça, on pourra en reparler aussi tantôt, parce qu'au
au niveau des jeunes, ça a beaucoup évolué aussi, la question de proxénète, de pimp. Tu sais, on est tellement dans un monde où est-ce que l'hypersexualisation est super présente, où est-ce que, tu sais, ils ont accès à tellement d'informations, les jeunes, tellement de contenu, où est-ce que c'est valorisé, la sexualité, mais que c'est aussi valoriser l'argent, le pouvoir, où est-ce qu'ils vont beaucoup romancer d'un ou rendre ça vraiment attrayant, tu sais, le glam, l'argent facile, les parties. Fait que maintenant, ce qu'on voit, là, c'est que même des jeunes filles vont chercher à avoir un proxénète. Ils vont elles-mêmes aller vers des proxénètes, mais même parfois aller vers d'autres jeunes de leur entourage qui ne sont pas proxénètes à la base, mais ils vont leur dire, ben on va faire un partenariat. Ils vont le voir plus comme une business. Fait que maintenant, on voit beaucoup ça aussi. Là. Fait que c'est ça qui est inquiétant parce que c'est tellement normalisé, banalisé, puis c'est tellement accessible que c'est à ça qu'on fait face là, maintenant. Là. Puis c'est surtout avec le fait aussi, j'en ai parlé au début dans la description de l'épisode, là, le fait que souvent, ils s'identifieront pas comme vivent la prostitution ou de l'exploitation, justement parce qu'il va y avoir certaines jeunes filles ou certains jeunes garçons qui vont avoir eux-mêmes été chercher un peu leur proxénète, là, comme tu viens de le mentionner. Fait que ça leur envoie comme l'idée qu'ils sont consentants, qu'ils sont consentantes, puis ça l'enlève aussi là, la vision que ce qu'ils vivent vraiment, c'est une agression sexuelle. Donc, de là que ça devient encore plus compliqué, j'imagine, d'intervenir auprès de ces jeunes-là, puis c'est de plus en plus important de s'outiller pour mieux intervenir, c'est ça? Oui, absolument. Tu as parlé aussi là, du fait que ça amène comme une genre de pensée magique aussi, probablement auprès de ces jeunes-là, au niveau du luxe, l'argent, la gang, c'est comme romancé. Puis ça me fait penser, mettons, à la série Fugueuse qui avait été diffusée, en fait, dans les dernières années. Tu sais, moi, après cette série-là, en fait, j'avais souvent entendu, puis même j'avais lu des commentaires sur les réseaux sociaux là, de gens qui, mettons, se pensaient comme un peu à l'abri, entre guillemets, de cette problématique-là. Tu sais, des commentaires du genre, ben là, elle est quand même naïve. Tu sais, moi, je m'en serais douté avant. Moi, tu sais, il n'y a pas de danger que je sois pris là-dedans. Si quelqu'un m'offre un collier, tu sais. Mais on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, là. Puis ça s'inscrit dans une dynamique qui s'installe selon des phases précises, selon des différents modes d'entrée aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, ces différentes étapes-là puis les différents facteurs qui vont mener vers cette dynamique-là là, pour que, justement, monsieur, madame, tout le monde puisse là, bien saisir comment une jeune ou un jeune peut se retrouver pris ou prise dans une dynamique comme l'exploitation sexuelle? Tu sais, il y a beaucoup de facteurs de risque, comme des facteurs de protection qui peuvent aider à prévenir la prostitution. Mais tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on se rend compte? Puis tu sais, tantôt, tu le nommais, qu'il y avait un fort pourcentage de jeunes en centre de réadaptation, des centres jeunesse qui ont été victimes d'exploitation sexuelle. Parce que, justement, souvent, il y a une cassure, tu sais, dans leur vie. Tu sais, qu'est-ce qui explique que ces jeunes-là sont plus vulnérables, si on veut, entre guillemets, c'est que ces jeunes-là sont dans un centre fermé contre leur gré. Donc, tu sais, évidemment, qu'ils veulent sortir. Fait que ça va être très facile pour un recruteur, un proxénète, d'aller chercher ces jeunes-là, tu sais, de dire, ben regarde, moi, je vais t'offrir, tu sais, viens vivre chez nous. Puis, tu sais, souvent, ça s'installe très insidieusement, là. Fait que, tu sais, qu'on vienne d'un milieu où est-ce que notre noyau familial est dysfonctionnel ou qu'on vienne d'une famille où est-ce que qu'on vit pas nécessairement de vulnérabilité, ben oui, il y a personne, tu sais, non, il y a personne qui est à l'abri. Il y a pas de jeunes nécessairement à l'abri parce que, tu sais, tout peut devenir une cassure là, dans la vie d'un jeune, là, tu sais, puis parce que, tu sais, tu parles de Fugueuse, justement, elle, ce qu'on voit, c'est que c'est une jeune qui vit dans une famille fonctionnelle, aimante, où est-ce qu'elle elle va à l'école, elle a des amis, parce que souvent, dans les facteurs de vulnérabilité, il va y avoir l'absence de noyau familial, l'absence de réseau, ou à l'inverse, un jeune ou une jeune qui va fréquenter des réseaux délinquants, si on veut, là. Mm-hmm. Fait qu'il y a ça qui va beaucoup jouer. Mais il y a aussi, tu sais, parce qu'il y a certaines histoires, tu sais, je vous suggérerais même, là, d'écouter l'histoire de Clémentine. C'est frappant, c'est un balado, hein, c'est ça? Oui, ça, c'est un balado. C'est Sugar Baby, pire idée de ma vie. Mm-hmm. Fait que je suggère à tout le monde de l'écouter parce que c'est ça. Tu sais, oui, là, je passe un peu du coq à l'âne, mais tu sais, tu me parles de qu'est-ce qui fait en sorte, c'est quoi les facteurs qui vont faire qu'une personne peut être plus à risque de devenir victime. Bien, il y a pas
le portrait type de victime, en fait. Ça dépend. Puis, souvent, si les jeunes sont recrutés, ben c'est parce que il y a quelqu'un qui va avoir accès à ce jeune-là. Puis maintenant, là, si on recule de 15-20 ans, quand les réseaux sociaux étaient moins présents, ben les recruteurs, les proxénètes avaient beaucoup plus, devaient travailler, entre guillemets, beaucoup plus fort pour recruter puis amadouer. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, un recruteur de Montréal peut aller chercher un jeune à Chicoutimi. Puis, tu sais, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer en contact avec la victime. Ils vont s'intéresser à la victime. Fait que, tu sais, si un jeune vit des difficultés quelconques, puis qu'une personne se présente comme sauveur, comme aidant, comme... puis souvent, aussi, tu sais, il peut avoir... Ça peut naître d'une fausse histoire d'amour, tu sais, de prétendre que, ben je m'intéresse à toi, on va avoir une liaison amoureuse, on va avoir... on est un couple. Fait que souvent, ça va être sous la confiance va se couverts, développer de cette façon-là. Puis, tu sais, même les réseaux sociaux, ça l'a comme amené aussi, ça a comme invisibilisé un peu la fameuse phrase, mettons, de ne pas parler aux inconnus. Si un inconnu t'approche dans la rue ou au parc, ou ben tu sais, aborde-le pas, tu sais, s'il t'offre des bonbons, suis-le pas. Mais on dirait que les réseaux sociaux, ils ont comme enlevé cette précaution-là qu'on apprenait aux jeunes autrefois. C'est vrai qu'on apprenait ça, il n'y a pas encore... Parce qu'au final, c'est quand même la même chose. Un inconnu t'aborde, mais on dirait que c'est de plus en plus, les gens vont laisser rentrer, mettons, ils vont accepter des demandes d'amis Facebook qu'ils connaissent pas nécessairement, mais au final, c'est la même chose qu'une personne qui vient t'aborder, là, que tu connais pas dans la rue, mettons. Oui, puis on le dit, tu sais, la prostitution, là, se développe selon le développement technologique aussi. Là, ça va suivre le développement technologique. Donc, tu sais, il y a de plus en plus d'applications qui mettent nos jeunes à risque, puis on n'en est pas nécessairement conscient, tu sais. Il y a de plus en plus d'applications, puis tout ça, là, c'est des portes d'entrée pour les recruteurs parce que ils peuvent aborder facilement les jeunes, tu sais. Ce qui était avant, justement, tu sais, ce qu'on connaissait avant, c'était le recrutement, par exemple, dans les parcs, dans les centres d'achat. Tout ça est encore vrai, mais, tu sais, c'est bien plus facile. Oui, c'est bien plus facile maintenant pour un recruteur qui peut recruter via Snapchat, via Facebook, via de petits jeux même pour enfants. Tu sais, même ce qui est le plus banal a maintenant des applications pas des applications, mais des applications de jeux qui ont le mode... L'option chat. Fait que, tu sais, tout ça, là, fait en sorte que c'est des portes d'entrée pour les recruteurs. Donc, c'est important, tu sais, comme parents, comme adultes significatifs pour nos jeunes, de vérifier ce qu'ils font. Puis, tu sais, même de s'informer aussi. Oui, de s'informer, puis de valider, tu sais, parce que les jeunes n'ont pas la maturité puis la capacité d'évaluer le risque, tu sais. Fait qu'ils ont tellement accès à plein de contenus, plein de photos. Puis ça aussi, ça en est une réalité qui fait en sorte que les jeunes sont plus susceptibles d'être victimes. C'est parce que tout est tellement banalisé, tu sais, puis il y a tellement de contenu, tu sais, TikTok, Instagram, toutes les applications où est-ce que les jeunes sont invités à s'exposer finalement, là. Fait que c'est facile, tu sais, même pour un proxénète, maintenant, tu sais, il va juste pouvoir même chercher sur Snap avec... La localisation, la Snap Map, à ce temps, c'est rendu hyper précis, là. Je pense que tu fais juste genre zoomer, puis tu peux quasiment avoir la rue, puis la maison dans la rue. Avant, tu sais, c'était très aléatoire, mettons, dans la ville, là. Mais là, c'est vraiment... Tu sais, tu peux vraiment avoir facilement. Puis, tu sais, même, là, tu en as parlé d'Instagram, tu en avais parlé dans la formation aussi, que c'est facile pour un recruteur, admettons, un proxénète, de voir les intérêts, mettons, de la jeune fille ou du jeune garçon qui veut recruter, tu sais, selon ce qu'il pose sur Instagram ou toutes les autres applications après ça, là, que je connais pas nécessairement. Exactement, c'est là que j'allais, justement. C'est tellement facile. Là, maintenant, ils n'ont rien qu'à faire des recherches, par exemple, hashtag une boutique ou hashtag une sorte de musique, peu importe, tu sais, puis ils ont accès directement aux jeunes qui ont publié. Qui ont utilisé cet hashtag-là. Fait que, tu sais, c'est tellement rendu facile. Fait que c'est tellement... Ça met beaucoup les jeunes à risque, là. Puis, tu sais, tu le disais, c'est de s'informer. Puis, tu sais, il y a plein d'applications, admettons, qui ont sorti des dernières années qu'on connaît pas nécessairement, en fait. Fait que juste de s'informer. Parce que, tu sais, à l'école, il y en a un ou une qui va arriver, qui s'est installé cette application-là, puis que c'est cool ou que c'est nice, ben ça va faire la une, là, tu sais, à l'école. Puis, les amis vont vouloir la mettre, puis ça va finir que finalement, tu sais, c'était un peu ce qui est arrivé avec BeReal aussi, une application là, que
que les gens publient un peu ce qu'ils font au quotidien une fois dans la journée. Tu sais, il y a une personne qui l'a mis, paf, finalement, ça s'est ramassé que c'était viral. Tu sais, fait que c'est un peu ce qui arrive. Fait que c'est de stopper ça. Tu sais, on contribue un peu au développement aussi de ces technologies-là, en fait. On en parlera dans un autre épisode, là, Oui, du balado c'est aussi. ça. Puis même juste, tu sais, les jeunes qui font des stories sans arrêt, tu sais, moi, je pense aux jeunes autour de moi, tu sais, qui sont pas conscients, qui s'exposent d'une certaine façon. Puis, tu sais, loin de là mon intention de culpabiliser les jeunes, tu sais, parce que le vrai problème, là, c'est qu'il y ait un marché là, de prostitution, là, en fait. Là, puis, tu sais, moi, c'est ce que je véhicule. Tu sais, le problème, c'est qu'il y a des très, très majoritairement des hommes qui vont consommer de la porno, mais de la prostitution aussi. Là. Fait que, tu sais, il est là, le véritable pépin. Fait que, tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on va faire, puis qui est déplorable, c'est qu'il faut sensibiliser nos jeunes à pas se mettre à risque, entre guillemets. Ouais. Sauf que le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui consomment ça, finalement. Là, puis... Mais c'est un peu comme dans tout au final, là, que tu sais, surveille ton verre au bar. Mais le problème n'est pas que tu as laissé ton verre sur la table pour aller aux toilettes. Le problème, c'est que quelqu'un est venu mettre quelque chose dans ton verre. Tu sais. Mais on va sensibiliser les victimes à ne pas être victimes, en fait, alors que le problème, c'est l'agression en soi. Oui. Puis t'en as parlé, là, les stories, tu sais, les fameux Get Ready With Me, tu sais, prépare-toi avec moi un peu, qu'on voit de plus en plus sur TikTok, sur dans les stories, tu sais, puis que les jeunes, en fait, souvent des jeunes filles, vont se préparer devant la caméra, vont se maquiller, vont même, des fois, ils vont changer, tu sais, je veux dire, c'est de se mettre à encore entre guillemets, un peu inconsciemment à risque aussi, là, parce qu'il faut une personne mal intentionnée pour republier ça ou bien t'aborder en te trouvant vraiment belle, peu importe. Puis c'est là que le lien de confiance souvent va se développer. Là. Oui, puis c'est là que les recruteurs aussi, c'est dans ce type de contenu-là, qu'en plus que c'est bien moins de travail qu'avant de recruter pour eux autres parce qu'ils n'ont plus besoin de s'investir autant. Puis de. Tu sais, avant, tu sais, recruter un jeune. Une jeune, ça pouvait leur prendre plusieurs semaines, là, parce que là, il fallait qu'ils aillent sur place en personne, les amadouer. Mais maintenant, là, avec l'exposition qu'il y a sur les réseaux sociaux, ils peuvent déjà évaluer avec les photos, les vidéos, si une jeune est désensibilisée, entre guillemets, à la sexualité. Fait que, tu sais, ils n'ont plus besoin de donner autant d'efforts pour recruter. Puis ça, c'est encore plus inquiétant là, d'être conscient de ça, finalement. J'ai suivi une formation de colloque plaidoyer victime. Puis la formatrice expliquait que c'est arrivé, dans le fond, dans en tout cas, quelqu'un qui a côtoyé ou dans le cadre de son travail, en fait, que la jeune fille, tu sais, elle publiait souvent, régulièrement, en fait, quotidiennement, des TikTok dans sa chambre. Fait qu'on voyait qu'il y avait une fenêtre qui menait, justement, dans la rue, puis qu'il y avait, en tout cas, telle couleur de rideau. Puis un moment donné, elle était en train de, justement, là, elle se filmait ou elle parlait avec quelqu'un en FaceTime, puis il y avait une flashlight dans sa fenêtre, en fait. Fait que là, puis est arrivé le gars avec qui elle chattait sur Snapchat depuis quelques semaines, en fait, que, tu sais, il avait jamais donné son adresse, puis c'est un peu ce qui est arrivé, elle avait dit à ses parents, j'ai jamais donné mon adresse, mais tu sais, c'est tellement rendu précis, puis là, en fonction, en plus, des vidéos qu'elle mettait de sa chambre qui menait sur la rue, bien, lui a pu se rendre directement là, en fait, là. Ouais. Que ça peut aller très loin, là, je trouve. Oui, puis c'est inquiétant. Fait que c'est important comme parents d'être à l'affût de ce que nos jeunes font avec leur cellulaire, tu sais. D'essayer d'être justement plus vigilants puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font là-dessus. Puis juste de leur poser des questions, des fois, ça peut être de les allumer, tu sais. Tu connais-tu vraiment Fraise 42 avec qui tu joues à Candy Crush, tu sais? Je veux dire, ça peut être monsieur, madame, n'importe qui. Puis souvent, ils le savent pas. Mais s'il y a, tu sais, je veux dire, c'est une responsabilité d'adulte aussi de veiller à ce que, tu sais, si on laisse un cellulaire ou un ordinateur, peu importe, une tablette à un enfant, ben, c'est un devoir d'adulte aussi là, de veiller. Puis souvent, on va beaucoup responsabiliser les jeunes, mais eux, c'est ce qu'ils ont connu aussi. Là, sont nés dans cette ère-là. Fait que c'est l'adulte qui est responsable de ça. Là. Mettons, mis à part là, les réseaux sociaux, là, qui sont très présents, qu'on sait que c'est un facteur de risque puis un mode d'entrée aussi dans cette dynamique-là. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque que tu es capable d'identifier? Là? On en a parlé un peu, mais un jeune qui n'a pas de relation significative avec un adulte bienveillant, ben ça va être un gros facteur de risque. Une famille qui est dysfonctionnelle, la consommation peut être aussi un facteur de risque. Un jeune aussi, justement, qui, par les réseaux sociaux, voit tout le glam et tout ça, puis qui va accorder une grande importance à l'argent, ça représente aussi un facteur de risque.
les abus sexuels vécus dans l'enfance aussi, souvent, ça va faire en sorte qu'un jeune va être plus à risque de normaliser, entre guillemets, la prostitution par Tu vas être désensibilisé Oui, un peu absolument. par un adulte. Oui. Fait que, tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on voit, tu sais, il y a des études qui dénotent que la grande majorité des femmes adultes qui vivent de la prostitution ont déjà vécu des abus dans l'enfance, souvent. Des mauvaises fréquentations, des comportements des comportements qui visent la prise de risque, finalement. Tu sais, un jeune que, justement, cherche des sensations fortes. Parce que souvent, on va penser que ceux qui sont victimes d'exploitation, ben ils vont nécessairement être influencés par quelqu'un d'autre, tu sais, ce qui est souvent le cas quand on parle que les recruteurs vont les chercher. Mais il y a aussi des jeunes qui vont être en quête de pouvoir là-dedans, tu sais. Justement, si tu rends ça glam, si tu rends ça hot, si tu rends ça, ben normal, tu sais, d'être dans ce milieu-là, ben souvent, ces jeunes-là sont à risque, même s'ils n'ont pas besoin de venir être, tu sais, ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne les chercher, là, chez eux, là, nécessairement, là. Fait qu'il y en a aussi que ça va représenter un facteur de risque, là. Tu as parlé de désensibilisation aussi, mais tu sais, au niveau de plus en plus d'un vidéoclip là, de chansons, d'un film, d'un série, tu sais, on en voit aussi des scènes là, tu sais, sexuelles. Il y a des paroles, tu en avais parlé aussi à la formation, des paroles de chansons qui sont, tu sais, hyper sexualisées, mais que c'est des chansons que tout le monde écoute, puis trippe, puis danse dessus, tu sais, qu'on n'a pas nécessairement conscience des paroles. T'as l'impression que c'est un autre facteur de risque qui peut venir désensibiliser les jeunes. Oui, parce que ça vient influencer nécessairement, tu sais. Là, on est on est dans une province francophone où est-ce que, tu sais, souvent les jeunes ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils entendent, là, parce que s'ils parlent pas anglais, mais de plus en plus, les jeunes parlent en anglais puis ils comprennent. Fait que, tu sais, oui, ça vient influencer, puis, tu sais, il y a de plus en plus de rappeurs qui se disent ouvertement aussi proxénètes, pimp, puis ça aussi, là, vous avez juste à taper sur Google Pimp of the Year, là, puis c'est des proxénètes qui ont été reconnus coupables ici au Québec, qui s'exposent sur les réseaux. Ils en font vraiment la promotion finalement. Là. Puis tu sais, justement, dans les séries, tu sais, je pense encore à Fugueuse, qui est vraiment ma référence numéro 1, mais tu sais, dans le sens que on le voit que c'est un milieu où il y avait beaucoup de consommation, tu sais, les personnes dans ce milieu-là consommaient. Est-ce que le fait qu'un jeune consomme tout, peu importe la substance, peut aussi considérer un facteur de risque à la problématique? Oui, parce que c'est de l'argent qui est souvent présenté comme facile, tu sais. Fait que, tu sais, oui, plus tu consommes, plus tu as besoin d'argent. Mais, tu sais, souvent, ça devient un cercle vicieux, ça, la consommation. Puis souvent, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avant la quoi. Poule ou l'œuf. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, par exemple, tu sais, quand on parle de victimes qui est sous l'emprise d'un proxénète, tu sais, souvent, les proxénètes vont inciter à consommer pour se prostituer, puis ça, c'est bien connu. La plupart des victimes d'exploitation sexuelle ont besoin de consommer parce qu'il n'y a personne qui le ferait nécessairement à jeun, là, finalement. Là. La consommation va te désinhiber aussi, souvent. Ça va être à la base de la désinhibition. Oui, puis, tu sais, il faut se le dire, ça représente des agressions sexuelles à répétition, là, de vivre de l'exploitation sexuelle, finalement, là, que ce soit banalisé, que tu sois une victime qui se reconnaisse ou non, ça demeure des agressions, ça demeure de multitraumatismes, là, parce que, tu sais, c'est pas un conte de fées où est-ce que... Puis ça aussi, ça vient influencer les jeunes, tu sais, quand on entend des hommes, mais aussi des femmes en faire la promotion de c'est merveilleux, puis je suis libre, puis c'est la liberté, c'est ma liberté sexuelle. Puis on a parlé là, un peu vaguement au niveau justement des recruteurs, des gens justement comme ça qui en parlent ouvertement puis qui incitent les gens à rentrer en prostitution. Peux-tu nous parler un peu des modes d'entrée vraiment là, concrets en prostitution, en exploitation sexuelle là, pour les mineurs? Bien, en fait, là, il y a 4 modes d'entrée principaux qu'on connaît, qui sont soit par l'influence, la séduction. Donc, souvent, ça va être un besoin d'amour, un désir matériel, mais ça va être influencé par une autre personne. Donc, c'est pas initié par
la La jeune. personne elle-même. Oui, la personne elle-même, finalement. Là. Ça va être, mettons, par un recruteur. Oui, ou justement, un peu comme dans Fugueuse, de se présenter comme un prince charmant qui est amoureux d'elle. Puis ça, c'est un exemple typique que le mode d'entrée, c'est par la séduction puis l'influence. Mais ça peut être aussi juste le désir de justement faire partie de la gang. Ça peut aussi être ça, tu sais, de voir que, mon Dieu, moi aussi, je veux me payer telle affaire. Fait que souvent, ça va être ça. Puis ça va souvent être par l'appât du gain que ces jeunes-là vont être influencés finalement. Puis qui vont rentrer. Oui. Sinon, il y a aussi par survie. Souvent, on pense plus à des jeunes qui sont en fugue dans ce temps-là. Puis ça va être beaucoup plus de la prostitution de subsistance, justement, d'être hébergé, par exemple, par un adulte qui nous dit, ben là, tu sais, ça fait tant de mois que tu vis ici, donc, ben, tu sais, il faudrait que tu contribues un peu, fait que, tu sais... J'ai une petite job pour toi, ouais. Pour la consommation aussi, sûrement, tu sais, d'offrir un service sexuel en échange, mettons, d'une substance pour consommer, tu sais, mettons, je pense aux jeunes qui étaient en CR, par exemple, puis qui n'avaient pas consommé depuis tant de temps, qui sont en fugue, mais ça devient aussi comme une genre de prostitution de substance, là, de fait de donner le service sexuel pour avoir en échange ta consommation, c'est un peu la prostitution de survie. Oui, puis souvent, tu sais, tantôt tu le disais, souvent les jeunes, là, il faut vraiment s'adapter à leur langage parce que ces personnes-là qui, justement, qui sont dans la prostitution de subsistance se reconnaîtront pas comme victimes d'exploitation parce que il n'y a pas d'argent, puis il n'y a pas, tu sais, c'est pas dit en tant que tel, tu sais, c'est pas la prostitution telle qu'elle est connue socialement, tu sais, d'avoir une annonce sur Internet ou bien d'être sur le bord de la rue comme on pense que c'est. C'est à Sainte-Catherine, oui, c'est ça, là, c'est plus le cas. Ça existe pratiquement plus, ça, là. Tantôt, on a parlé rapidement, là, des formes, mais tu sais, la prostitution de rue n'existe pratiquement plus, là, parce que... C'était la plus facile aussi, mettons, d'arrêter ouais, c'est ça, de repérer un client sur le bord de la rue qui... Puis le fait que les réseaux sociaux sont arrivés, ben ça a facilité énormément là, l'accessibilité. Oui. Sinon, il y a par l'exploration, souvent, ça va être les personnes qui sont... tu sais, qui ont envie de sensations fortes, qui ont envie d'aventure. Ça prend toutes sortes de formes aussi, là, la prostitution. Puis il y a des jeunes qui se sont fait même amener dans d'autres pays, tu sais, où est-ce que là, ils pensaient que ça allait être la grande vie à Dubaï, mais finalement, c'est pas ça pantoute. Fait que souvent, ça peut être aussi un mode d'entrée qui va faire en sorte qu'un jeune va être tenté, finalement, d'y aller. Là. Puis surtout, mettons, pour, tu sais, expérience que j'ai entendue, mettons, justement, proche de moi, tu sais, en voyage, je pense que c'est quelque chose aussi qui devient un appât du gain, un peu comme tu parlais tantôt. Tu sais, exemple, une gang de filles qui est en voyage, puis finalement, ils rencontrent quelqu'un, hey, j'ai justement une belle maison sur l'île, blabla, les filles ont plus de place à coucher à soir, ça coûte cher de taxi, s'en aller dans un autre auberge ou un autre hôtel, ben vont aller finalement là parce que c'est gratuit, parce que ça, finalement, auront eu de la chance, ces filles-là. Mais je veux dire, ça aurait pu aussi être un espèce de mode d'entrée par exploration. Puis ben là, vu que vous couchez chez nous, tu sais, c'est subtil. Oui, puis ça me fait penser justement à Sugar Baby puis Iridée de ma vie. Là. C'est un peu comme ça aussi que le mode, tu sais, que ça, d'ailleurs, c'est un site Internet qui est vraiment très, très populaire où est-ce qu'il y a énormément d'abonnés, là. Puis c'est vraiment présenté comme quelque chose de très lucratif puis très inoffensif, finalement. Okay. Parce que c'est présenté comme un site de rencontre. On parle pas nécessairement d'échange de faveurs sexuelles. Puis, tu sais, c'est ça, c'est toujours ça la mince ligne. Puis c'est pour ça, tu sais, si les gens l'écoutent, là, c'est vraiment très intéressant, là. Sugar Baby puis Iridée de ma vie. C'est pas quelque chose qui est très long, en plus, si jamais ça vous donne envie d'écouter. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment... présenté comme, ben là, t'as des grosses soirées, t'as des gros parties. Tout ce que t'as à faire pour 800$, c'est aller souper avec un homme riche, puis t'es pas obligé à rien, mais tout ça, là, ça enchaîne rapidement, puis ça, on l'entend dans le balado, finalement. Là, fait que... Puis désensibilise aussi rapidement. Tu sais, prochaine fois, pour 600$, ben là, je vais souper. La fois d'après, hey, si tu veux 800$, ben embrasse-moi, embrasse-le, ben OK. Après ça, ben ça monte rapidement, parce que là, ça l'envoie comme le message d'avoir de l'argent facile, comme tu viens de le dire. Puis, tu sais, pour 200$ de plus, ben là, je fais rien qu'une petite affaire de plus. Ça désensibilise très rapidement. Hein. Oui, effectivement. Fait que il y a aussi ça, la quête d'aventure, la quête de pouvoir. Puis ça, c'est souvent initié par soi-même, là, parce que c'est le challenge et la recherche de sensations fortes, finalement.
Puis, il y a aussi par l'opposition. Ça, c'est des jeunes qui vont vivre des gros conflits familiaux, des jeunes qui ont beaucoup de difficultés avec l'autorité, qui vont vivre énormément d'oppression ou un grand sentiment de frustration. Puis, eux autres vont vouloir comme s'affilier à des groupes de délinquants, finalement. Là. Fait que souvent, eux autres, ça va être pour monter les échelons très rapidement. Fait que, tu sais, souvent, on va avoir des jeunes qui vont vouloir entrer dans cette roue-là, mais pour atteindre quelque chose de plus grand. Tu sais, souvent, ces jeunes-là vont se mettre à risque énormément parce que dans les techniques, dans les tactiques de recruteurs, souvent, qu'est-ce qu'on voit pour ces jeunes-là? Les recruteurs vont les impliquer dans un délit avec eux autres, tu sais. Fait que c'est comme ça aussi qu'ils vont comme les embarquer. Ben là, par exemple, t'as volé 2 cartes de crédit, fait que là, t'es dans le trouble, donc faut que tu restes avec moi, puis pour repayer telle affaire, ben il va falloir que tu te prostitues. Fait que, tu sais, ça devient très, 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 très dangereux, là. Fait que, mais c'est ça. Ça, c'est les 4 principaux modes d'entrée, là, qui font en sorte que pourquoi qu'un jeune peut se retrouver là-dedans, puis pourquoi aussi que c'est n'importe qui peut être à risque à un moment donné, là, dépendamment de ce que tu vis, dépendamment, tu sais, une cassure, un moment dans ta vie où est-ce que tu vis plus de vulnérabilité, que tu vis de l'intimidation, de l'oppression, que tu te sens rejeté, que tu sais, parce qu'il faut se dire, puis je pense qu'on va en parler un peu tantôt aussi, tu sais, c'est quoi l'attitude à adopter, puis c'est quoi la façon d'aider ces jeunes-là, ben c'est de croire en leur potentiel, parce que derrière toute victime, peu importe son âge, il y a une personne qui a des rêves, puis il y a une personne qui avait un besoin non répondu pour s'être retrouvée là-dedans, finalement, là, tu sais. Parce que derrière tout comportement, il y a un besoin non répondu. Absolument. Que ce soit de la dépendance ou de se retrouver victime de l'exploitation sexuelle, ça répond à quelque chose, puis c'est ça qu'il faut identifier, finalement. Là. Vraiment. Là, on vient de parler des facteurs de risque, des modes d'entrée. Est-ce que, tu sais, selon toi, en fait, peux-tu nous parler des signaux possibles, là, des changements de comportement, d'apparence, peu importe, qui devraient nous inquiéter, là, par exemple, pour un jeune ou une jeune qu'on côtoie, tout en rappelant, en fait, que ces signaux-là, c'est des exemples, probablement tirés de la littérature, de la majorité des situations qui sont produites, mais qui sont pas des certitudes non plus. C'est pas parce qu'une jeune fille a changé d'apparence, de vêtements, d'apparence vestimentaire, là, que nécessairement elle est rentrée dans la dynamique d'exploitation sexuelle, en fait. Là. Donc, y a-t-il certains signaux que, justement, on pourrait garder en tête, d'aller explorer, d'aller approfondir si jamais on côtoie un ou une jeune puis qu'on est devant là, ces comportements? Oui, absolument. Puis d'un, comme tu l'as dit, un jeune qui change complètement d'attitude puis de comportement soudainement, ça peut être un bon indice. Tu sais. Un jeune qui est évasif sur les lieux qu'il fréquente, des changements d'humeur extrêmes, un jeune aussi qui va parler de nouveaux amis, mais tu sais, souvent, ça va être des surnoms. Ça aussi, ça peut être très, très, très questionnable, tu sais, que là, il connaît un certain King ou un certain... JJ. Ça aussi, ça peut être un bon indice, tu sais. Un jeune qui s'absente toujours de l'école, ça aussi, tu sais, c'est un bon indice. Qui est très, très, très actif sur les réseaux sociaux, soudainement aussi, ou bien qui son cellulaire n'était pas barré avant, puis maintenant l'est, tu sais. Un jeune qui a 2-3 cellulaires aussi, c'est un bon indice. Ouais. De l'argent qu'on ne savait pas, qui est maintenant là. Un jeune qui va changer de look vestimentaire, ça peut naître aussi. Un jeune, puis tu sais, un jeune ou une jeune que là, soudainement, prend 3-4 douches par jour, ou l'inverse est peut-être vrai aussi, ne se lave plus du tout, ben ça aussi, ça donne des indices. Tu sais, tout ce qui est changement, tu sais, au niveau de l'hygiène, au niveau physique, tu sais, un jeune qui a plein d'échymoses aussi, c'est questionnable, tu sais. Fait que tout est peut-être des indices. Là. Une jeune qui apporte constamment des sacs de rechange de linge aussi, tu sais, ça peut être un très bon indice, tu sais. Les échymoses, je l'ai dit, mais tu sais, tout ce qui est changement radical ou, tu sais, tout ce qui est un jeune, justement, qui parle, tu sais, si, par exemple, un parent, son jeune, il racontait tout, puis soudainement, il dit plus rien, tu sais. Tout peut être un indice, tu sais. Ça peut être un indice de d'autres choses, mais, tu sais, clairement qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, puis ça peut être ça. Quand on retrouve des cartes d'hôtel aussi, ça... C'est sûr que ça met la puce à l'oreille pas mal. Là. Change d'amis. Tu sais, de là, l'importance aussi que je pense en général, on les connaît aussi, les jeunes qu'on côtoie, puis de là, l'importance de maintenir un lien, puis de
Tu sais, d'observer aussi, là, puis de poser des questions aussi, j'imagine, sur ce Oui. qu'on observe qui est différent. Oui, puis de valider, puis, tu sais, un changement de langage aussi qui est plus cru, qui est plus vulgaire, ça aussi, ça peut être un très bon indice, là. Des termes qu'on connaît pas, là, c'est pas juste parce qu'ils sont jeunes et cool, là. Souvent, ça peut... C'est parce que il y a eu... Tu sais, il y a eu un changement au niveau des habitudes de vie, là, puis ça peut être ça, ça peut être d'autres problématiques, mais ça peut être ça aussi, là. Mhm. Puis, c'est important de s'intéresser réellement à ce que nos jeunes font, à qui ils fréquentent, Mhm. qu'est-ce qu'ils aiment faire. Fait que, tu sais, c'est tout comme ça, parce que tout faut se faire dans la bienveillance, puis de pas focusser non plus sur l'arrêt d'agir. Oui, on veut l'arrêt d'agir, parce que, de toute façon, c'est un devoir de citoyen du moment qu'on est témoin qu'un jeune est victime d'exploitation, on doit le signaler, tu sais. À la protection de la Ah jeunesse. oui, 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 au centre jeunesse. Tu sais, oui, on veut l'arrêt d'agir parce que d'un, c'est illégal puis c'est criminel pour les gens qui profitent de cette... C'est surtout pas sans conséquence. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est important, justement, de ne pas être dans la privation non plus nécessairement, là, tu sais, là, de dire, ben là, tu n'auras plus de cellulaire, tu sortiras plus, tu feras, tu sais. Puis mettons on prend ton exemple tantôt de son ami qui s'appellerait le King, ben tu sais, cet ami-là, clairement, c'est un ci, c'est un ça, ben tu sais, si pour la personne le jeune ou la jeune victime, cette personne-là, c'était comme tombée du ciel, c'est une personne de confiance avec qui elle s'est liée facilement, rapidement, puis que son parent va dénigrer un peu cette personne-là en la rabaissant ou en disant « je veux plus que t'avoir si ça », ben probablement que le lien avec l'autre personne va prédominer. C'est-tu clair, ce que je viens de dire? Oui, absolument. Les adolescents sont en quête d'identité, sont en quête d'autonomie. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir du pouvoir sur leur vie. Fait que c'est sûr que si il va dans la privation, ben ça ne fonctionnera pas nécessairement, là, même voire pas du tout. Donc, ce qui est important, c'est de leur poser des questions pour les amener aussi à développer leur conscience puis leur propre jugement, finalement, là, parce que ça sert à rien si ça vient pas d'eux autres, puis on va juste plus perdre le lien, là. Fait que conserver le lien, c'est vraiment important. Puis de focusser sur les aspirations, les objectifs du jeune, tu sais, c'est là qu'on va les rattraper, là. Parce que c'est vrai que c'est pas à tout moment, par exemple, dans ce processus-là, dans l'exploitation sexuelle, qu'un jeune va être réceptif. Mais tu sais, l'important, c'est d'être là puis de conserver le lien de confiance, finalement, le plus possible, puis de parler son langage, là, tu sais, parce que si un jeune ne se voit pas comme victime refuse, mettons, d'appeler son ami mon pim, ben il va pas y rentrer dans la gorge ton pim, t'as dit quoi, tu vois-tu ton pim? C'est un peu ça que tu... Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, de pas, justement, utiliser des termes qui les rejoignent pas, là. Puis c'est un peu ce qu'on fait aussi en violence conjugale. Là. Si une femme n'est pas rendue à nommer qu'elle vit de la violence conjugale ou du contrôle coercitif, ben d'emblée, ce ne sera pas nécessairement des termes qu'on va utiliser. T'sais, on va y aller dans son langage pour que justement qu'on brise pas le lien puis qu'on favorise l'ouverture puis le fait que la femme ou le jeune victime va se confier. Fait qu'est-ce que tu dirais en fait que les facteurs de protection, les facteurs qui peuvent réduire les risques ou aider à prévenir l'exploitation sexuelle, c'est surtout au niveau environnemental, au niveau social, tu sais? Dirais-tu que les facteurs de protection sont surtout comme environnemental, externes aux jeunes, le fait justement d'avoir un lien de confiance, d'avoir une famille fonctionnelle, d'avoir le moins de cassures dans la vie du jeune plutôt que des facteurs personnels, puisque aucun jeune n'est à l'abri, là, surtout dans un monde très virtuel dans lequel on vit. Mais tu sais, tous ces facteurs-là peuvent être des facteurs de protection. Tu sais, les facteurs de risque, à l'inverse, deviennent des facteurs de protection. Donc, un jeune qui a une famille sur qui il peut compter, qui a un bon lien de confiance, qui a un bon lien d'appartenance dans sa famille, qui se sent respecté, un jeune qui a une forte estime de lui, qui a des aptitudes à socialiser, qui a un bon réseau d'amis, qui se sent reconnu, qui se sent accompli. Tu sais, tout l'inverse, finalement, de ce qui devient un facteur de risque devient un facteur de protection, tu sais. Quand il y a une communication positive, bien évidemment que ça, c'est un gros facteur de protection, tu sais. Que ce soit ton parent ou un adulte significatif dans ta vie, en qui tu as confiance, puis que, tu sais, du moment que tu as un doute, tu sais, parce que ces jeunes-là, là, il y en a des périodes de doute, là, tu sais. Oui, ils vont idéaliser ce qu'ils vivent quand ils sont des victimes actives, qui se considèrent pas comme des victimes, finalement. Ils vont avoir l'impression d'être consentants. Ben, tu sais, ces jeunes-là, ils en ont pareil des périodes de doute, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que plus tu vas avoir une personne significative qui va être bienveillante puis aidante réellement, ben plus vite, cette personne-là... La personne va confier les doutes. Puis les doutes, souvent, vont devenir des moteurs aussi de sortie de cette dynamique-là, en fait. Là. Comme de profiter de la questionnement, de
de la pré-contemplation aussi du changement qui va faire en sorte qu'on va le renforcer puis ça va aider ce jeune-là à en sortir. Absolument, tout à fait. Si on y va, mettons, avec le fait que, je n'ai parlé au début, on entend souvent faussement que l'exploitation sexuelle se passe juste dans les grandes villes. Es-tu capable un peu d'identifier, au niveau du portrait ou bien des caractéristiques, qu'est-ce qui serait différent de l'exploitation sexuelle en grande ville, versus en région éloignée comme la nôtre? T'sais, les réseaux sociaux ont effacé beaucoup de différences probablement entre les deux milieux, puisque, comme tu l'as mentionné, c'est facile pour un gars ou une fille de Montréal de recruter un gars, une fille à Rimouski ou à Dolbeau ou peu importe. Oui, mais comme tu viens de le dire, l'arrivée des réseaux sociaux a fait en sorte qu'il n'y en a plus tant que ça de différence. Oui, ça se manifeste différemment, mais c'est maintenant une fausse croyance qu'il n'y en a pas. Là, puis ça serait de vouloir se fermer les yeux sur une problématique qui existe partout, qu'il n'y a pas de prostitution à part à Montréal, Québec, Toronto. C'est pas vrai. Puis même en région, là, puis c'est pas vrai non plus que parce qu'on les voit pas dehors, qu'on les voit pas directement sur la rue que ça n'existe plus. Fait que, non, il y a plus tant de différence que ça, là, avec les grandes villes. C'est proportionnel aussi à la population, tu sais. Puis surtout que les réseaux de prostitution tels on les connaît, admettons, se déplacent de plus en plus, tu sais. Puis on entend parler des fois que, exemple, dans un bar, on va avoir de nouvelles personnes, mais ça se déplace, puis le recrutement se fait ailleurs aussi, tu sais, puis le fameux, ce qui est véhiculé beaucoup, puis qui n'est pas un mythe, en fait, c'est une réalité, tu sais, les barmaids, souvent, qui vont se déplacer, justement, dans les bars à Montréal, des barmaids du Saguenay, tu sais, qui vont être rendus dans des bars à Montréal, puis, ben ça, souvent, c'est un signal aussi, là, que... Oui. Peut-être qu'ils font partie d'un réseau. Les réseaux de prostitution, comme on les connaissait, comme ils ont été présentés, existent encore, mais souvent, là, maintenant, c'est plus tant des grosses organisations que ça qu'on connaissait. Là. Souvent, c'est plus des affiliations entre proxénètes qui vont avoir sous leur emprise une ou deux filles qui vont se les échanger, mais tu sais, c'est le gros réseau, là, c'est pas ça qui est majoritaire aujourd'hui. Non, c'est ça, c'est plus vrai tant que ça là, tu sais. Fait que, mettons qu'on refait un topo, qu'on refait un topo de tout ça, puis que, tu sais, un jeune qu'on côtoie ou une jeune qu'on côtoie a été victime ou nous confie qui est victime d'exploitation sexuelle, comment, concrètement, on peut montrer notre ouverture sans jugement ou pression pour favoriser le lien de confiance, puis qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? Premièrement, il faut prendre conscience de nos propres préjugés en tant qu'être humain, parce que veut pas, on a été socialisé d'une certaine façon. On a entendu, tu sais, peu importe notre âge, d'où est-ce qu'on vient, tu sais, tout ça va influencer comment on perçoit ça. Puis très longtemps, la prostitution, puis c'est encore ça, qu'est-ce qu'on entend qui est stigmatisé, c'est la personne qui est victime, c'est la personne qui la vit, qui pratique, qui vit de la prostitution, qui va être stigmatisée, tandis que le vrai problème, c'est la clientèle, tu sais. Sauf qu'il faut prendre conscience de ces préjugés-là pour justement être capable d'en faire abstraction pour être vraiment aidant. Parce que si moi, je garde mes préjugés puis j'essaie juste de faire en sorte que, ben non, ils sont pas vraiment là, ben la jeune devant nous autres, là, elle va le sentir de toute façon. Fait que c'est important de mettre ça de côté, nos préjugés, de parler son langage, de y aller avec comment qu'elle le vit puis comment qu'elle aperçoit sa situation. Là. Parce que si on y va de façon directive puis de vouloir un peu, justement, focusser sur l'arrêt d'agir puis de dire, OK, non, là, tu le revois plus jamais puis, tu sais, là, tu vas rester à la maison, bien là, c'est sûr qu'on va perdre. Là. Fait que, tu sais, il faut vraiment y aller dans le respect du rythme aussi, tu sais, de voir où est-ce qu'elle est rendue. Puis surtout aussi d'éviter la curiosité malsaine, tu sais. On n'est pas obligé de tout savoir ce que cette jeune-là a vécu. Puis qui est dans ce réseau-là. Oui, c'est ça. Puis de se demander à nous-mêmes avant de poser des questions. Notre objectif, Oui, c'est quoi intention. l'objectif des questions qu'on veut y poser? Parce que si on veut vraiment l'aider, là, c'est justement pas d'être dans la curiosité malsaine qui va... On va l'affûter plus qu'autre chose. Oui. On va l'affûter, puis il y a personne qui va se sentir aidé là-dedans, là, finalement. Là. Une chose qui est vraiment importante, c'est d'éviter le plus possible de culpabiliser la jeune des choix ou des non-choix, là, qu'on va dire plutôt, qu'elle a fait, tu sais. De pas la culpabiliser d'avoir choisi de fréquenter telle personne, de pas la culpabiliser d'être tombée dans le piège. La seule personne qui est coupable là-dedans, là, c'est la personne qui en retire un bénéfice. C'est la personne qui exploite, qui doit être pointée du doigt. Fait que, tu sais, si on veut vraiment aider quelqu'un, il faut absolument éviter de culpabiliser ce jeune-là parce que, d'un, on fait juste empirer la honte, on fait juste l'isoler encore plus, tu sais. Fait que souvent, tu sais, c'est un cercle vicieux. Si un jeune s'est affilié à un groupe de délinquants pour avoir un sentiment d'appartenance,
parce que se sentait rejetée, ben là, après ça, si cette jeune-là, quand elle veut revenir dans son milieu initial, elle se sent encore rejetée, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va retourner vers les personnes qui répondait à son besoin d'appartenance. Là. Exactement. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment important de le garder en tête. On veut être aidant, puis d'être empathique le plus possible. Donc, tu sais, quand je disais tantôt de mettre nos préjugés de côté, ben d'être dans l'empathie, tu sais, oui, on peut pas tout comprendre, tu sais, en intervention, même comme intervenant, on a à faire face aussi à nos propres préjugés comme être humain, là. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, ben, c'est d'être aussi dans cette empathie-là, aussi dans cette conscience de soi, puis de dire, ben, tu sais, d'être empathique, c'est que t'es pas obligé de comprendre, là, puis d'être d'accord, mais au moins d'essayer le plus possible de te mettre... Faut pas oublier qu'en se mettant à la place de la personne qui nous confie ça, on n'est pas en train de normaliser, minimiser ou ben banaliser non plus, on est juste en train de démontrer notre ouverture, qu'on la comprend, puis c'est surtout pas d'y aller en confrontation, comme tu en as parlé tantôt. Là. Justement, après ça, tu sais, quand on accueille ça, c'est d'être capable au moins de la diriger vers les bonnes personnes, tu sais. Tu l'as dit en début d'émission, tu sais, d'appeler à la maison Alta Secours pour qu'on redirige ensuite, d'appeler, peu importe, tu sais, il y a les travailleurs de rue, il y a les intervenants dans les écoles, Info Social, tu sais, d'aller cogner aux bonnes portes, finalement, là, tu sais, c'est comme ça qu'on peut les aider, là. Puis toi-même, si t'es une proche ou un proche d'une jeune ou d'un jeune, ou peu importe, d'une victime là, d'exploitation sexuelle, ben n'hésite pas non plus à faire appel aux ressources là, disponibles là, qu'on pourra mettre aussi en description. N'hésite pas à faire appel pour t'outiller, justement, parce que c'est de ne pas rester seul, en fait, dans tout ça, puis de t'informer aussi, là... sur la problématique. Oui, c'est ça. Puis c'est important. Puis, tu sais, je veux dire, au début de l'émission, tu sais, on expliquait un petit peu pourquoi j'étais ici aujourd'hui, tu sais, que je donne des formations en intervention, prévention, en exploitation sexuelle. Bien, l'idée aussi, pourquoi qu'est née les tables d'un, puis cette formation-là, c'est parce qu'on s'était rendu compte, il y a 20-25 ans, que chaque organisation travaillait en silo. Donc, il n'y avait pas de partenariat qui était nécessairement fait. Fait qu'ils se sont rendus compte, quand ils ont fait l'opération Scorpion en 2002, pour de faire un réseau de prostitution juvénile, justement, là, ils s'étaient rendus compte que s'ils s'étaient parlé chacun avant, tout ensemble, ils auraient démantelé le réseau bien avant. Puis, tu sais, ce qu'ils pensaient, justement, qu'il y avait juste environ 10-12 jeunes filles, bien finalement, il y en avait au-dessus de 100 quelques filles qui étaient victimes dans ce réseau-là. Là. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ils se sont dit, bien, il faut que chaque institution, que ce soit les policiers, les centres jeunesse, les organismes communautaires, les écoles, se parlent entre eux pour être le plus aidant possible. Donc, tu sais, je faisais du pouce un peu sur ce que tu disais par rapport à comment on peut faire pour aider ça, puis d'en parler, puis d'avoir les bonnes ressources. Peu importe à la porte à laquelle on cogne, il faut... ça n'est une mesure, une stratégie. Oui, de se concerter, de se parler. De ne pas hésiter, puis de poser des questions aussi, là, en s'informant, en appelant au numéro qu'on pourra vous mettre là, à disposition. Là. Donc, merci beaucoup, Julie, pour ta présence. Ça me fait plaisir. On se revoit dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.